Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence du dispositif Rex Bâtiment Performant. Donc, une web conférence qui se déroule dans le cadre du programme phare Choisir la rénovation énergétique. Le sujet du jour, c'est l'utilisation des brasseurs d'air dans la stratégie de confort d'été. Là, vous avez sous les yeux le sommaire, donc il y aura un petit rappel de ce qu'est le projet phare. Du dispositif Rex Bâtiment Performant aussi, ce sera assez succinct. Ensuite, on aura une première partie qui sera présentée par Tanguy Le Bérigot et puis Frédéric Boeuf, tous les deux de Soria Ingénierie. Une intervention qui s'appuiera essentiellement sur les données du projet Brass. Donc, on parlera du confort, des retours d'expérience liés à ce projet concernant les brasseurs d'air et puis de leur performance, des bonnes pratiques. On aura une deuxième partie ensuite, une intervention qui, elle, sera basée sur le projet Brise, présenté par Laurent Sehoff, Equinox, et puis Vincent Priori d'Indigo, où l'objet, ce sera de profiter de l'expérience ultramarine et puis de faire le point par le biais de 6 non-qualités observées sur le terrain pour sensibiliser et puis retenir des bonnes pratiques. Euh, pour la dernière partie, donc il y aura une partie questions-réponses. Donc comme d'habitude dans la webconférence, normalement vos micros et vos caméras sont coupés. Donc c'est par le biais de la conversation que vous posez vos questions. Soit vous les posez, vous attendez la fin de la présentation pour les poser, vous les notez de côté, parce que parfois on apporte des réponses au cours de la présentation. Et du coup, moi après c'est un peu plus lourd en tant que modérateur à retrouver les questions si elles ont elles ont déjà fait l'objet d'une réponse. Donc attendez peut-être la fin pour poser vos questions et puis on les prendra à la fin au fur et à mesure. Je préviens juste, comme toutes les webconférences, certains sujets sont plus ou moins sensibles à ça. On ne traitera pas les réponses concernant les produits, les industriels, etc. On n'est pas là on essaye d'être très factuel sur les présentations. Là, je le dis clairement sur cette présentation, parce que vous verrez au cours de la présentation, il y a des sujets qui peuvent être liés à des interprétations. Je pense que vous verrez, hein, c'est le cas notamment d'une norme, on y reviendra à ce moment-là. C'est intéressant parce que du coup, ça permet de poser les choses, mais on essaye d'être très factuel. Donc, vous verrez, voilà, dans la modération, moi, c'est mon rôle voilà, de pas polluer les questions avec potentiellement des questions qui orientent vers certains produits ou pas. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sommaire. Pour revenir sur le projet phare donc, dans lequel se situe cette webconférence, donc c'est un projet qui a démarré il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, un projet porté par un consortium dont le chef de file est l'ASDER, et donc ce consortium aussi avec l'Institut national de l'énergie solaire, l'INES, donc l'Agence qualité construction, nous, des acteurs de la formation comme le GRETA, l'AFPA, le CMQ transfrontalier construction durable innovante, et une entreprise innovante de formation aussi qui est la Solive. On a également France Travail, des représentants d'employeurs comme la CAPEB et le cluster Éco-Bâtiment, et puis quelques fabricants aussi qui ont été associés à ce projet. Ce projet phare il vise à accélérer et massifier la rénovation énergétique des bâtiments en formant des milliers de professionnels à l'horizon 2030. La cible essentielle, mais voilà, c'est beaucoup plus large aujourd'hui sur les webconférences, mais la cible essentielle, ce sont les professionnels en formation initiale et les professionnels en reconversion. Donc, on essaye d'avoir un abord accessible, mais après, on va au bout des choses techniquement aussi, hein, puisque finalement, vous êtes beaucoup plus nombreux que cette simple cible à participer à ces webconférences. Voilà, il y a plus de 400 inscrits aujourd'hui, par exemple, et voilà, on sait qu'on touche un petit peu toute la filière, donc on essaye d'apporter les messages aussi pour tout le monde. Donc des webconférences qui seront disponibles en replay, enfin celle-ci sera disponible en replay d'ici 1 semaine et demie à peu près. Voilà. Donc pour terminer sur le projet, pour le programme phare, vous avez le petit QR code si vous voulez voir un petit peu les autres ressources de ce projet et retrouver les 3 axes principaux que constitue ce projet. Et nous, on se situe dans l'axe 2 au niveau de la sensibilisation avec les webconférences comme celle d'aujourd'hui et également avec l'ouverture en continu du MOOC qu'on a fait sur le sujet de la rénovation risque et bon réflexe. Donc, c'est-à-dire, c'est un MOOC que vous pouvez démarrer quand vous voulez et terminer quand vous voulez, avec le parcours que vous souhaitez faire, équipement ou enveloppe, ou les deux. Mais en tout cas, il n'y a pas de date de démarrage comme la plupart des MOOC. Donc là, c'est en ouverture continue. Donc, c'est les deux apports qu'on a fait dans le cadre de ce projet phare. Voilà, pour vous redire et vous donner aussi le lien via le petit QR code sur les webconférences qui ont déjà eu lieu. Une première qui traitait de l'enveloppe, une seconde qui était sur le photovoltaïque. Ensuite, on a traité des pompes à chaleur en maison individuelle et la dernière en date qui traitait le changement de menuiserie en rénovation. Donc ça, c'est les 4 premières qui sont diffusées déjà présentes. Celle d'aujourd'hui, elle sera aussi présente et puis toutes les autres à venir aussi. On est à 4 webconférences par an
voire un petit peu plus l'année prochaine, pour arriver à 16 webconférences au total d'ici fin 2027. Ça, c'était pour le programme phare. Pour le sujet du dispositif Rex bâtiment performant, j'en parle ici parce que les présentations qu'on fait dans ce cadre de cette webconférence, on essaye de suivre la même philosophie, c'est-à-dire de partir de constats du terrain, que ce soit nous, dans le cadre du dispositif Rex BP, on a nos propres retours d'expérience, où on voit un petit peu la démarche là, sur la slide avec une première étape qui est une visite sur le terrain, une rencontre des acteurs, ensuite une partie capitalisation où dans une base de données, on va rentrer tout ce qu'on a pu voir sur le terrain, une phase d'analyse en étape 3 avec des experts contributeurs, et puis enfin, comme aujourd'hui, une restitution. Donc là, aujourd'hui, on est sur la restitution. Les retours d'expérience, ils ne viennent pas du dispositif Rex Bâtiment Performant en propre, mais on bénéficie du retour d'expérience des acteurs que vous allez entendre là tout de suite, qui nous font la joie de partager leur expérience sur les deux projets. Et puis, on est là voilà, pour essaimer les bonnes pratiques et puis soulever peut-être des sujets qui amènent plus de questions. Avant de passer la parole à Tanguy, j'ai voulu mettre quelques slides introductives. La première qui est vraiment pas exhaustive, mais qui permet juste de mettre en tête déjà que le sujet des brasseurs d'air pour le confort d'été, le confort d'été, c'est très très large. Il y a des sujets qui sont fondamentaux et indispensables, on va dire, pour du coup, un confort d'été, donc, notamment tout ce qui est protection solaire, que ce soit au niveau des vitrages, des parois, des toitures, etc. Un sujet fondamental. Mais voilà, il y a tout un tas de sujets qui peuvent être additionnels ou qui peuvent être traités les uns par rapport aux autres. Donc voilà, j'ai juste listé voilà, ventilation naturelle traversante ou tirage thermique, la surventilation nocturne, l'isolation, l'inertie, la végétalisation, le rafraîchissement adiabatique, le comportement des usagers et donc aujourd'hui les brasseurs d'air. Donc c'est pas dit que dans les prochaines webconférences, on traite d'autres sujets sur le confort d'été. Voilà, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire si vous avez des sujets techniquement, qui vous intéresseraient d'aborder. Et on creuse un peu, nous, de notre côté, sur le retour d'expérience sur certains sujets. Si je prends par exemple le sujet du rafraîchissement diabatique, dans le MOOC, vous avez un module sur le rafraîchissement diabatique si vous voulez creuser un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est quoi les points de vigilance. Donc voilà, ça c'était juste une petite intro. Et deuxième information que je souhaitais partager en introduction, même si nous, là, c'est dans le cadre du programme phare, on est dans le cadre de la rénovation. Plus largement, sur le neuf, on a quelques données via l'observatoire de la RE 2020 qui nous montrent sur les brasseurs d'air. Là, cette première slide, elle concerne les maisons individuelles. C'est le taux d'équipement des maisons individuelles en brasseurs d'air. Donc là, il y a juste deux zones climatiques qui sont représentées, parce que sur les autres, c'est pas du tout représentatif, c'est-à-dire qu'on est vraiment un très très faible équipement. Mais on voit par exemple qu'en zone H2D, on est aller à 5-6% d'équipement de brasseurs d'air. Qu'en zone H3, forcément, bassin plutôt méditerranéen, on est sur un taux d'équipement qui est à peu près à moins de 25%. Donc ça montre voilà, qu'il y a encore un travail à faire sur la sensibilisation du sujet, de montrer que c'est possible, que c'est un atout. On en reparlera tout à l'heure sur le volet énergétique, tout ce que peut apporter un brasseur d'air. Bon, là, c'est des chiffres sur le neuf, mais ça permet de montrer que voilà, il y a encore un gap à passer assez important sur ce taux d'équipement. La slide d'après, c'est la même chose, mais pour les logements collectifs, avec les deux mêmes zones climatiques, puisque les autres, elles ne sont pas représentées. Il n'y a pas de taux d'équipement suffisant pour que ce soit représentatif et que ce soit facile à illustrer. Donc voilà, on voit en zone H2D un tout petit taux d'équipement. Et sur la zone H3, voilà, un taux d'équipement un peu plus important qui retrouve un petit peu les mêmes chiffres que la maison individuelle. Sauf que là, voilà, on a plusieurs couleurs parce qu'en fonction du nombre de logements au sein d'un même bâtiment qui sont équipés, il y a un taux en pourcentage qui est plus ou moins équipé. Donc pareil, vous avez le petit QR code qui vous renvoie vers cet observatoire de la RE 2020 qui vous permet d'avoir tout un tas de données sur les bâtiments, soit qui sont déjà mis en œuvre ou qui vont être mis en œuvre, mais en tout cas, ce sont les données qui sont récoltées lors des permis de construire sur sur le volet énergétique. Et enfin, dernier petit point aussi sur le volet énergie de la réglementation RE 2020, juste rappeler en fait que ce volet il permet de valoriser les solutions de rafraîchissement passif, notamment en contribuant à réduire le nombre d'heures de degrés-heure, pardon, et du coup voilà sur la partie confort estival. Donc juste c'est des petits rappels comme ça au passage, et puis du coup je vais m'arrêter là sur la partie introductive. Et du coup Tanguy, je te laisse la parole. Ça marche, parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, on commence cette présentation
Ce webinaire de notre côté en vous parlant plus précisément donc du confort d'été, des brasseurs d'air et plus précisément des retours sur les programmes de recherche Brass. Alors quelques mots et de manière assez brève, Brass, c'est quoi? C'est deux projets qui ont commencé en 2019, pour le premier et qui est en train de se terminer pour le second. L'objectif, c'est que nous, en tant que Surveillant Engineering, donc Frédéric Boeuf et moi-même, nous sommes assistants à maîtrise d'ouvrage, nous faisons aussi de la maîtrise d'œuvre et à chaque fois sur les chantiers, sur les projets, on se trouvait un peu sur un frein, sur un blocage où on avait beaucoup d'a priori sur les brasseurs d'air, on savait que ça fonctionnait, mais malheureusement, on avait assez peu de données, assez peu de connaissances sur ce sujet. On ne savait pas forcément lesquels étaient les plus adéquats, quelle était la configuration la plus adéquate, la plus performante ou celle qui était la plus adaptée. Quand je dis performance, c'est au sens de adapter à la situation et permettant de répondre aux besoins précis du local pour lequel on travaille. Et du coup, on a décidé de faire de table rase de tous les a priori que l'on avait et d'avoir une approche systémique exhaustive permettant de traiter à la fois le côté technique, comment marche un brasseur d'air, comment bien le mettre en œuvre. Pour ça, nous avons rejoint dans le consortium de Brass, un bureau d'études acoustiques, le LASA, un bureau deux laboratoires d'essais, donc le laboratoire de Piment de l'Université de La Réunion et le laboratoire Eiffel aérodynamique du CSTV pour le côté technique. Et puis, on s'est dit aussi que peut-être qu'il y avait des problématiques au déploiement ou qui faisaient qu'il y avait très peu ou relativement peu de brasseurs d'air qui étaient déployés en France métropolitaine, contrairement à d'autres territoires, notamment l'outre-mer, mais également les États-Unis, pour ne citer que. Il y a peut-être des freins aussi sociaux ou de relations en tout cas difficiles à cet équipement et c'est pour ça que du coup nous a rejoint un chercheur indépendant de sciences sociales et comme on avait pour but et comme objectif d'avoir un livrable opérationnel justifié, on a été aussi accompagné et rejoint par un centre de ressources pour la diffusion. Donc ces deux projets, globalement, le but est effectivement d'avoir une approche croisée entre Métropole Drumcom, approfondie sur tous les sujets, permettant du coup d'apporter des billes au secteur de la construction au sens large, pour mieux comprendre et mieux préconiser des brasseurs d'air et faire en sorte du coup que le marché se développe et que cette solution soit low cost et frugale soit développée. Donc pour ça, on est lauréat de deux appels à projets de recherche de l'ADEME. Ces projets-là, donc ces deux projets l'un après l'autre, ces deux projets ont au final au total c'est 48 mois de recherche. On est passé par des interviews, par des retours d'expérience, plus de 100 personnes consultées en direct, plus de 100 heures d'entretien individuel. On a également, avec le consortium BIR qui est présent ici, réalisé des consultations de professionnels. On a fait aussi des REX sur différentes formes de bâtiments, une trentaine de bâtiments visités en métropole à Réunion. On a instrumenté des locaux avec un protocole relativement développé, proche de celui d'un laboratoire, 3 cellules d'essai au total. Et puis le projet Brass 2 a été consacré à étudier et observer une cinquantaine de brasseurs d'air dans des conditions de laboratoire pour esquisser au final une cartographie du marché et d'essayer de définir quel était le bon brasseur d'air pour quel usage et est-ce qu'il y avait éventuellement des brasseurs qui étaient moins performants ou qui ne correspondaient pas en tout cas aux attentes qui pouvaient ne pas être retenus dans une configuration type ou quelconque. Donc voilà globalement, et différents livrables, je vais passer très rapidement, mais des protocoles laboratoires, des règles de capinage, des rapports exhaustifs, donc tout est transparent, tout est communiqué, on n'a aucun lien avec des industriels, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis on fait des interventions régulières dans des conférences ou des replays comme ici. Tous nos travaux sont du coup diffusés. On aura aussi à partir de cet été une base de données disponible de brasseurs d'air, de caractéristiques de brasseurs d'air, et puis on mettra aussi à disposition à partir de cet été, et on pourrait revenir un site web qui permettra de récolter et de retrouver l'ensemble de nos travaux, base de données, un outil de calpinage aussi permettant de bien calpiner des brasseurs d'air dans un local, etc., etc. Donc à suivre très bientôt. Bon, bah, le temps que ça, je sais pas, le temps que ça arrive, en fait, on a fait tout ça pour passer des croyances qu'on pouvait avoir en tant qu'ingénieur. On a tous quand même des croyances, on croit en des sujets, on croit aux brasseurs d'air, à une approche scientifique pour objectiver et avoir des données chiffrées et aller plus loin sur les phénomènes physiques qui rentrent en jeu pour bien les comprendre et pouvoir proposer à toute la profession de monter en compétence sur ces sujets.
Du coup, effectivement, voici du coup la base, et c'est sur cette base-là que on va introduire et on va commencer du coup l'intervention. Alors, dans un premier temps, on va essayer de repartir de la base. Pourquoi on installe des brasseurs d'air, dans quelles conditions, et qu'est-ce qu'on attend au final réellement d'un brasseur d'air? Si tu veux, Frédéric, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Alors, le brasseur d'air, vous l'avez compris, l'angle de vue principal nous concernant, c'est le confort des usagers. Et donc, avant de voir en quoi le brasseur peut aider le confort, il faut qu'on rappelle rapidement qu'est-ce que c'est que le confort, qui va bien plus loin que la température d'air. Donc, le confort d'un humain dans un bâtiment, il est lié à des variables climatiques de l'ambiance intérieure des bâtiments, donc qui sont la vitesse d'air, l'humidité, la température de l'air et la température des parois. Donc ça, ce sont les variables climatiques. Et puis, il y a tout un tas d'autres variables qui sont des variables individuelles et qui sont à la fois des variables physiques, comme le métabolisme d'activité, donc l'énergie interne des occupants, et puis les vêtements, c'est-à-dire le niveau d'isolation que va créer le vêtement et les habits que l'on porte. Et d'autres variables qui sont des variables sur lesquelles on peut agir, donc notamment les protections solaires, qui vont avoir une relation directe avec la température de rayonnement, mais liée au rayonnement direct solaire, et puis les brasseurs d'air qui vont avoir un impact sur la vitesse d'air ressentie. Et tout ça, on ajoute les préférences psychosocio-affectives, c'est-à-dire où est-ce qu'on a grandi, dans quel climat, d'où on vient, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on est malade, est-ce qu'on est une jeune femme ou un vieil homme, voilà, tous ces sujets-là qui rentrent en compte dans le confort ressenti. Et donc la vitesse d'air par rapport à ce confort, elle va avoir un impact en augmentant les échanges par convection et en augmentant les échanges par évaporation, en favorisant l'évaporation de la sueur à la surface de la peau, et donc en consommant de l'énergie localement et en amenant une sensation de fraîcheur par la baisse de l'astreinte thermique du corps humain. Évidemment, les brasseurs, ils génèrent cette vitesse d'air-là, et donc ils génèrent cette vitesse qui va faire que la température ressentie par le corps humain va être plus basse. Cet effet s'appelle l'effet rafraîchissant en français. En anglais et dans la littérature, on le retrouve plutôt sur le cooling effect, qui s'écrit CE. Et donc le CE, ça dépend bien du bilan thermique du corps humain avec son environnement. Et donc, ça dépend bien de l'ensemble des paramètres que je vous ai présentés dans la slide précédente, et notamment de l'habillement et de l'activité physique du sujet. Et donc, il faut faire vraiment attention quand on entend ou on voit des valeurs de cooling effect en degrés, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, on donne des degrés de gain sur la température ressentie. On va voir il faut aller un petit peu plus loin dans la lecture et bien appréhender le fait qu'il n'y a pas que la température d'air qui rentre en jeu. Donc prenons l'exemple de cette personne qui est habillé en short et t-shirt, donc tenue estivale. Il est assis, donc il a une activité très faible, et puis il a une petite vitesse d'air sur lui, donc il a un cooling effect de 3 degrés. Si on regarde la zone de confort sur un diagramme psychométrique, il se trouve bien dans la zone de confort, donc il est en situation globalement de confort thermique et de neutralité thermique. Maintenant, si une autre personne habillée de la même façon, avec la même vitesse d'air, mais en ayant une activité physique intense, vu que le métabolisme d'activité est plus important, que l'énergie interne est plus importante, le cooling effect associé à ça va être quasiment de 12 degrés, parce que les échanges par convection et par évaporation de la sueur sont beaucoup plus puissants dans ces cas-là. On se rend compte que cette personne-là, malgré un cooling effect de 12 degrés, va se trouver en dehors de la zone de confort et donc va se trouver avec une astreinte thermique importante. Maintenant, cette même personne, on la met dans un flux d'air plus intense, donc 1,5 mètre par seconde. Le cooling effect augmente encore, puisqu'on va encore intensifier les échanges par convection et on va encore faciliter l'évaporation de la sueur. Donc on est à 14 degrés de cooling effect. Cette personne revient dans une zone de confort. Et donc l'effet de la vitesse d'air là va être immédiat. Donc, il faut vraiment faire attention entre le lien qui n'est pas totalement immédiat du cooling effect en degrés et de la situation de confort. Et puis, nous, ce qu'on a observé durant nos REX, nos voyages, etc., c'est que finalement, les brasseurs d'air, il en existe dans la plupart des pays. On en a vu beaucoup en climat tropical. Je pense qu'on va en parler
et le consortium billard va en parler également par la suite, mais on en voit aussi en France métropolitaine et on en voit aussi en Europe et au nord de l'Europe. Donc, à notre connaissance, il n'y a pas de situation, on n'a pas rencontré de situation où la mise en place de brasseurs d'air a été un frein pour le confort. Mais on alerte dès à présent, dès l'introduction, sur le fait que le brasseur d'air, c'est pas magique, c'est pas une climatisation, ça permet pas de conditionner une ambiance. C'est un élément parmi d'autres qui doit être un élément parmi une combinaison et une stratégie bioclimatique globale de travail sur le confort, hein, qui en premier lieu passe par la protection solaire, hein, ne pas faire rentrer d'énergie inutilement dans un bâtiment où on n'en veut pas, la décharge thermique via l'inertie, la surventilation quand c'est possible, plus tout ce dont on parle de plus en plus de nos jours, donc tout le travail sur les espaces extérieurs, sur l'eau, sur l'infiltration, etc., etc. Donc c'est bien un élément complémentaire à une stratégie globale de confort. Et on le voit là sur les petits graphiques qui montrent que le PMV, donc, qui est un des indicateurs de confort, eh ben, il y a un moment donné où même en faisant augmenter la vitesse d'air, eh ben, on n'est plus dans une situation de neutralité, donc qui est autour du zéro. On dépasse largement de ces situations-là. Donc il y a un moment donné où la vitesse d'air ne suffit plus si d'autres considérations ne sont pas mises en œuvre pour améliorer le confort. Donc le brassard d'air, effectivement, permet de cette situation de confort en période estivale. Et on entend aussi parler et il y avait une question dans le chat de cet ordre, qu'en est-il de la déstratification? Et on voulait du coup en parler dès le début également, hein, parce que avant de parler sur l'effet et comment bien designer ou bien capiner avec des brasseurs d'air, donc oui, il existe un mode hiver ou un usage potentiel en hiver. Cet usage, en fait, il permet au final d'homogénéiser la température dans un volume et du coup de faire en sorte que les zones froides qui se trouvent au sol et les zones chaudes qui se trouvent au plafond, pardon, soient mélangées et qu'on ait un air relativement homogène en température et potentiellement du coup une baisse du thermostat possible. Donc c'est un fait, physiquement ça peut fonctionner. Mais attention, parce que ça fonctionne dans quel cas? Ça fonctionne lorsqu'on a une stratification, donc c'est-à-dire lorsqu'on a des espaces de grande hauteur. C'est clairement le cas dans des atriums, dans des locaux industriels, par exemple. Ça peut être éventuellement le cas aussi dans les logements lorsqu'on a une mezzanine, mais on est bien en tout cas dans des logements ou dans des locaux où on a une hauteur suffisante pour avoir cette stratification. Ça peut être également effectivement le cas lorsqu'on a des équipements de décharge à haute température. Et derrière cette petite expression, au final, on pense notamment aux poêles, où on a du coup un équipement à haute température et on aura besoin d'homogénéiser. Et le schéma ou l'image vous le montre juste à côté permettra du coup de faire en sorte que la température haute produite émise par ces équipements soit partagée, soit homogénéisée au niveau de la pièce. Donc ça marche, ça existe, mais attention, ça existe dans des cas très particuliers ou spécifiques et c'est clairement pas la majorité des cas. Dans ce cas-là, si vous êtes trop dans une des deux situations, à quoi vont servir les brasseurs d'air? Tout simplement, au final, à homogénéiser et contrairement à l'été où on va pouvoir chercher en fonction de l'activité, le métabolisme et la vêture, d'avoir des vitesses plus ou moins importantes, en hiver, on va clairement essayer d'avoir une vitesse la plus faible possible, ou en tout cas relativement faible, pour qu'elle n'apporte pas de désagréments. Et la clé, du coup, c'est bien de maintenir une vitesse faible dans l'environnement. Pour ça, il y a deux façons de le faire, soit en utilisant des équipements classiques des brasseurs d'air dans un sens horaire, donc le sens classique des brasseurs d'air en faible vitesse, lorsque celles-ci le permettent, ou alors d'utiliser un mode, ce qu'ils appellent les constructeurs déstratification. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire fonctionner le brasseur d'air moins vite et en sens inverse. D'un côté, on a une préférence clairement bien notée sur le fait si c'est possible, d'utiliser ces équipements dans le sens horaire dans lequel ils sont prévus, puisque dans ce sens-là, on aura, si l'équipement le permet, des vitesses faibles et une consommation faible aussi, contrairement au mode de stratification des appareils qui peut certes avoir une vitesse faible, mais qui peut consommer beaucoup plus, et ce qui est du coup assez contre-performant. Ou en tout cas, pas contre-performant, mais en tout cas être un peu moins efficace que ce que l'on peut faire par ailleurs. Donc voilà, donc la déstratification, pardon, ça existe, mais dans des cas très particuliers. Et on voulait quand même en parler pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce sujet.
Alors maintenant, revenons au confort d'été, confort estival, et de manière générale, avant d'aller sur quels sont les équipements les plus performants et quels sont les usages associés, parlons un peu du fonctionnement de brasseur d'air à panne. Alors clairement, comment ceci fonctionne? On a au final des pales qui vont tourner en sens horaire en général, mais soit dans un sens en tout cas, et qui va générer un flux d'air descendant sous le brasseur. Et vous avez du coup cette schématisation assez compliquée, mais on va y revenir très rapidement et on va simplifier cette représentation-là. On a un air qui va être assez important sous le brasseur d'air, qui va être décroissant plus on se rapproche du sol. Donc c'est la couleur rouge qu'on retrouve au centre de ce schéma-là, ce qu'on appelle dans un jet cone, dans une zone d'influence directe. L'air va ensuite être diffusé le long du sol avec des vitesses d'air un peu plus importantes au niveau des chevilles, en bas du sol, puis remonter le long des parois, puis remonter vers le centre de la pièce, là où il situe en tout cas dans ce schéma-là le brasseur, pour faire ce cycle après qui continue. Pourquoi c'est important de comprendre comment il fonctionne un brasseur d'air, puisque en fonction au final de la situation, vous voyez bien qu'on n'a pas une vitesse d'air totalement homogène, mais on retrouve au final deux zones très caractéristiques, et pour simplifier, c'est celle qu'on a choisi de représenter. C'est à la fois une zone directe où on aura d'influence directe, une vitesse d'air relativement forte sous le brasseur, et puis une zone d'influence par entraînement, on aura une vitesse plus faible que sous brasseur, mais tout de même ressentie, suivant les brasseurs, perceptible, permettant d'apporter un confort certain aux usagers. Tout dépend de l'activité, encore une fois, de l'usager. Et dans ces zones-là, on a un air relativement homogène, ce qui est relativement appréciable, c'est-à-dire qu'on va ressentir à peu près la même vitesse d'air que l'on ressente au niveau de la tête ou au niveau du bassin. On remarque bien l'importance en fait de ces zones-là, puisque en fonction de l'activité, notamment en fonction de la posture, on ne va pas forcément ressentir la même vitesse d'air. Si on prend la vitesse d'air la vitesse d'air ressentie en zone directe, si on est debout, on va aller sentir un air au niveau de la tête plus élevé, puisqu'on est plus haut par rapport plus proche du brasseur, alors qu'on est en position assise, on va ressentir un air plus faible, une vitesse d'air plus faible. Donc en fonction, ce qui est important à retenir, c'est que quand vous calpinez, quand vous choisissez, quand vous prescrivez des brasseurs d'air, réfléchissez et imaginez aussi dans quelle position se situeront les occupants pour imaginer la vitesse d'air sur laquelle ils vont pouvoir ressentir. Une fois qu'on a dit ça, on vous propose de partir sur un exemple ou deux pour voir en final en quoi c'est important cette zone-là et qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain. Dans le cadre donc vous en avez parlé tout à l'heure, dans le cadre de Brass, on a fait un certain nombre de REX assez développés avec un certain nombre à la fois des observations, à la fois des consultations, des questionnaires auprès des usagers, mais aussi avec des mesures relativement fines. Et on propose ici aujourd'hui un exemple sur une chambre d'EHPAD donc c'est de la rénovation. Vous avez ici sur la photo, vous voyez bien un brasseur d'air au centre quasiment au centre de la pièce, une petite table en dessous et puis un fauteuil où se situait la résidente de cette chambre-là la majorité de son temps, un peu à l'extérieur dans la zone qu'on appelle la zone d'entraînement. Lorsqu'on a fait les essais, il faisait à peu près 29 degrés, 50% d'humidité, sans vitesse d'air. La couleur rouge montre que d'après nos standards, les standards qu'on utilise en tout cas, la personne serait en inconfort thermique. Grâce au brasseur d'air, on arrive à passer en couleur verte, et c'est ce qu'on retrouve sur le schéma, sur un plan, puisque on a pu mesurer des vitesses d'air entre 0,6 et 0,7 mètres secondes, qu'on peut considérer comme relativement homogène, quelle que soit la distance, quelle que soit la zone d'entraînement, ce qui est assez positif, et ce qui fait que dire qu'au final, lorsqu'un brasseur d'air est bien positionné et bien choisi et bien positionné par rapport à la pièce, par rapport à la paroi, par rapport à l'activité, on peut répondre au confort des usagers. Cette configuration, elle suit clairement les règles de calpinage que l'on a pu établir dans Brass 1, donc par rapport à la distance au plafond, par rapport à la distance à la paroi. Et lorsqu'on a fait Brass 2, lorsqu'on a fait les essais lors de Brass 2 sur cette même équipement, donc, on remarque que c'est assez homogène à ce qu'on trouve en laboratoire, donc c'est assez cohérent. Et on voit que sur le schéma qu'on vient de vous présenter, donc le 0 correspond au centre du brasseur,
le 2 mètres ou le 200 correspond au bout de la paroi. On voit bien qu'on a la zone d'entraînement avec le grand plateau à peu près entre 0,6 et 0,7 mètres par seconde. Et puis on voit que si on se place sous le brasseur, on a une vitesse beaucoup plus importante. Donc effectivement, éventuellement, si dans ce cas de figure, la résidente voulait avoir une vitesse d'air plus élevée, elle pourrait se déplacer si tant est que ça soit pertinent. Donc voilà, donc ça fonctionne, ça répond aux besoins. Donc la configuration du Rex correspond du coup, à une situation dite idéale en notre sens, puisqu'on utilise le brasseur d'air dans son optimum. Il est en capacité de donner 0,6 mètres secondes, on retrouve bien 0,6 mètres secondes. Au final, on va parler après des ordres de grandeur, mais l'importance de la vitesse d'air dépend de l'usage, clairement. On n'a pas forcément besoin d'avoir des grandes vitesses d'air dans toutes les configurations, mais il nous semble important de comprendre, en tout cas, dans quel cas de figure on a une vitesse d'air. On peut avoir, pour un même équipement, une vitesse plus faible. Et c'est ce qu'on a fait dans nos différents travaux, et on vous montre là, ici, dans cette slide, j'espère qu'elle est passée, 2 configurations où on a une vitesse d'air plus faible que celle qu'on aurait espérée. Globalement, du coup, de quoi va dépendre la vitesse d'air, pardon, je reprends. La vitesse d'air va dépendre d'un certain nombre de paramètres. On va les lister de manière pas exhaustive, mais ce n'est pas forcément l'intérêt de ce webinaire. C'est juste pour votre information, mais les 2 paramètres qui nous semblent principaux et intéressants et importants à prendre en compte lorsqu'on parle de petits locaux et notamment de logement, ça va être la distance à la paroi. Plus on aura un brasseur d'air qui sera proche de la paroi, plus on aura éventuellement pour un même brasseur d'air une vitesse d'air ressentie plus faible. À voir si encore une fois elle est nécessaire, mais il est important de savoir qu'au bout d'un moment, si on a un brasseur d'air trop grand, on va éventuellement on va pas profiter de la majorité ou de l'ensemble de ses capacités. Et à l'inverse, on a un brasseur d'air trop petit, éventuellement, il ne servira pas suffisamment puisqu'il n'aura pas forcément une zone directe plus importante. Mais en tout cas, la distance à la paroi est un paramètre important qui influe les vitesses d'air ressenties. De la même façon, là, et on en parlera sûrement, la distance au plafond, c'est ce que vous voyez, j'espère, ou en tout cas, c'est ce que vous pourrez retrouver dans le PowerPoint. Lorsqu'on a une distance au plafond certaine, donc la distance entre les pales et le plafond, donc assez importante, on arrive à optimiser et en tout cas utiliser le brasseur d'air dans sa plage de fonctionnement optimale. Et au bout d'un moment, si on le met trop proche du plafond, le risque c'est qu'on ait un étouffement et c'est ce qui est représenté dans la slide de 22 où on a une vitesse d'air faible, écrasée, constante et limite du ressenti, en tout cas limite de l'effet rafraîchissant. Donc 2 paramètres importants, et puis il y en a bien d'autres. À la slide 23, vous le verrez. De quoi va dépendre la vitesse d'air ressentie? Du diamètre du brasseur, du positionnement du brasseur dans la pièce, de la forme de la cellule, donc du local, la distance interbrasseur, la hauteur de pièce, de la pale, le mobilier présent sous le brasseur, le design des pales, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de brasseurs, beaucoup de configurations, mais en tout cas, grâce à nos travaux, on a réussi à les lister et vous pourrez retrouver, on en parlera notamment sur le site internet, mais vous trouvez un certain nombre de toutes ces considérations et toute cette aide vous permettant de bien calpiner avec des brasseurs d'air. Donc le brasseur d'air, c'est une réponse à une question de confort pour les usagers. Il y a un effet certain de la vitesse d'air sur le ressenti thermique. Pour autant qu'un calpinage soit correctement réalisé. C'est-à-dire qu'il faut choisir les bons brasseurs par rapport à son contexte et les installer correctement pour que l'effet aérolique soit là. Parce que si ce n'est pas le cas, le brasseur n'est pas utilisé à ses pleins potentiels et les vitesses d'air possibles ne seront pas atteintes, voire ne seront pas atteintes du tout. Et on a observé plusieurs cas avec des vitesses d'air très très faibles et qui n'amènent absolument pas de gain en confort. L'aménagement intérieur d'un local a également un impact sur les vitesses d'air au niveau des occupants. Et donc, ça se réfléchit particulièrement sur le positionnement des brasseurs. Est-ce qu'on arrive à le mettre au-dessus des zones d'usage ou pas? Est-ce qu'on va chercher l'uniformité ou pas? Est-ce qu'on va avoir des parois séparatives acoustiques ou pas, etc. Tout ça, ça a vraiment un impact. Donc, il faut le réfléchir avec une vision aérolique. Global du local dans lequel il est installé et puis que l'effet du brasseur d'air, ça va avoir un lien avec l'ambiance, donc la température, l'humidité, la température de rayonnement du local,
l'habillement et le métabolisme, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. Si on est trop habillé ou si on a une activité physique trop intense, eh ben, même avec une vitesse d'air forte, peut-être que le confort ne sera pas atteint. Et aussi les préférences psychosociales de chaque individu qui sont individuelles. Maintenant qu'on a parlé du coup du fonctionnement du brasseur d'air, parlons un peu du coup quel brasseur d'air dans quel fonctionnement il est optimum. Donc on a réalisé dans Brass 2, comme je vous disais tout à l'heure, donc cet objectif de Brass 2 de tester un certain nombre de brasseurs d'air présents sur le marché métropolitain de dimension entre 70 et 166 cm. Et le but était de réaliser des essais à la fois aéroliques, thermiques et acoustiques, permettant du coup, sur un même protocole standardisé, de comparer le fonctionnement et du coup les performances au sens de l'impact sur le confort. Donc on a testé 51 configurations, 21 marques, qui nous permettent du coup d'avoir au final une bonne image de ce qui existe et ce qui est présent sur le marché métropolitain. Cette étude nous a montré quoi? Nous a montré qu'au final, jusqu'à présent, nous avions surtout en données constructeurs des débits d'air alors on n'y revient pas forcément sur la façon dont c'est calculé, mais les débits d'air sont au final pas représentatifs du confort et de la vitesse d'air ressentie. Elles sont calculées dans des conditions très contraintes qui ne sont pas celles représentatives et celles qui sont liées à la réalité. Et donc, on a quand même comparé du coup les vitesses d'air qu'on a choisi de montrer, de démontrer, de mesurer au débit d'air constructeur. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cette étude-là? Qu'au final, les débits d'air dans la littérature, dans les documents de constructeurs ne correspondent pas du tout ou n'ont aucun lien avec les vitesses d'air ressenties par les usagers. C'est relativement important. Alors, il y a plusieurs raisons et plusieurs questionnements là-dessus. Est-ce que le débit d'air est calculé de bonne manière? Est-ce qu'il a été donné dans les docs constructeurs de manière aléatoire ou suivant une norme? Ou en tout cas, il y a clairement une ambiguïté. Il n'y a pas de tampon officiel qui fait qu'on est assuré que le débit d'air déjà soit bien calculé. Et au final, nous, pour l'instant, on n'a pas prouvé qu'il y avait de lien entre débit d'air et vitesse ressentie dans la réalité. Donc, il y a pour nous une décorrélation entre performance donnée constructeur et ressenti. Et je vous parle que du débit d'air, mais on a la même conclusion sur l'acoustique et la nuisance acoustique. Les deux seules variables pour nous qui sont importantes quand on considère qu'on fait un choix de brasseur d'air, au-delà du design, etc., et d'un certain nombre en tout cas, on parle qui sont importantes en termes de confort ressenti, c'est la vitesse d'air ressentie et la puissance acoustique. Et c'est pour ça que dans notre étude, on vous montre au final les échelles qui vont être fournies par Brass 2. On est en capacité maintenant de donner pour chaque brasseur d'air une plage de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est, par exemple, dans ce brasseur-là, nommé BA02, ce brasseur est capable de donner une vitesse d'air entre 0,2 mètres secondes à 1 mètre seconde. Cette vitesse-là est à mettre en relation avec l'usage, et on vous l'a dit plusieurs fois, et Frédéric vous l'a déjà répété, qu'au final, la vitesse d'air ressentie, admise, souhaitable ou souhaitée, va dépendre d'un certain nombre de paramètres, et notamment l'usage, l'activité, la température, l'humidité, etc., également. Et c'est pour ça qu'on vous donne une échelle aussi, qu'on représente ces vitesses d'air-là suivant une échelle, avec au final pour nous et clairement une vitesse d'air en dessous de 0,43 mètres secondes n'est pas une vitesse d'air qui est susceptible d'avoir un effet suffisant dans nos conditions d'usage. Et vous voyez sur cet exemple-là, pour reprendre très rapidement, on est entre 0,2 pour ce brasseur d'air et 1 mètre seconde. Charge ensuite, lorsqu'on fait un choix de brasseur d'air, de se dire, voilà, dans quelles conditions on est. Par exemple, si je suis en situation de sommeil, à 28 degrés, en short et t-shirt, la vitesse d'air appréciable permettant d'avoir la neutralité thermique va se situer entre 0,4 et 0,45 et 0,6 mètres secondes. Alors, il faut choisir un brasseur d'air qui est capable de fournir une vitesse d'air dans la configuration idéale de ce type-là. Cette échelle-là, on l'a aussi, du coup, grâce au LASA pour l'acoustique, avec les mêmes échelles. Donc là, on a décidé de partir sur le LWA et permettant, du coup, d'avoir une échelle avec des usages associés. Charge ensuite à celui qui fait le choix de brasseur d'air de dire, OK, mon brasseur d'air, il ne va pas très vite. Ça tombe bien, je veux un brasseur d'air qui n'aille pas très vite pour la condition de sommeil. Mais par contre, celui-ci, il fait beaucoup de bruit pour le même fonctionnement, donc il n'est pas adapté à des situations de sommeil. Donc, vous voyez le principe, l'indicateur qu'on fournit, l'indicateur fourni, mis en une échelle, vous permet de faire un choix éclairé en fonction de votre usage et charge au concepteur de choisir le bon usage.
Lors de nos règles, on a aussi remarqué un certain nombre de fonctionnements différents. On a remarqué, notamment avec l'étude en sciences sociales, il y avait beaucoup d'a priori. Donc là, je vous renverrai plutôt vers le rapport en sciences sociales pour plus d'exhaustivité. Mais beaucoup d'a priori, c'est cet équipement sur le fait que les personnes qui n'étaient pas forcément équipées d'un brasseur d'air avaient globalement un a priori négatif, ou en tout cas un équipement beaucoup plus désuet. Et par contre, celles qui étaient équipées d'un brasseur d'air, dès qu'ils étaient équipés, avaient un ressenti beaucoup plus positif et se rendaient compte de tout l'intérêt. Donc il y a clairement un frein, effectivement, du fait d'une méconnaissance de cet équipement, de son effet, tant en période estivale, mais surtout et hivernale, mais surtout en période estivale, qui fait que du coup, c'est assez nécessaire de former et de communiquer sur les usages. Nous avons remarqué aussi, à la fois en métropole, mais à la fois à La Réunion, qu'au final, les brasseurs d'air peuvent être utilisés dans différentes configurations, dans différents usages, à la fois pour du rafraîchissement temporaire, à la fois sur du rafraîchissement sur du long terme, à la fois en surventilation aussi, en association avec la surventilation nocturne ou l'aération nocturne. Il n'y avait pas forcément de bons usages. Chacun y retrouvait forcément son compte en fonction de de son bâti, de son enveloppe, de ses sollicitations et de ses contraintes. Alors, sur les règles, du coup, peut-être donc je vais. C'est pas très grave s'il n'y a pas de support dans ce cas-là, mais et le collectif Bière Brise va aller beaucoup plus loin, mais va développer plus d'éléments. Mais en tout cas, on a remarqué quoi? On a remarqué qu'il y avait, et on vous invite à aller vers nos règles, un certain nombre de contre-exemples, de mise en œuvre qui n'étaient pas optimum. Des capinages ou des brasseurs qui étaient trop petits ou pas assez nombreux, pas au bon endroit par rapport à la zone de confort et qui ne permettaient pas non plus du coup d'apporter le confort ressenti attendu par l'usager. Donc une contre-performance. On a vu également des besoins, et je vous l'ai dit juste avant, de formation et de sensibilisation au fonctionnement du brasseur d'air. Mettre un brasseur d'air, mais ne pas expliquer. J'étais encore ce matin sur un site où il y avait des brasseurs d'air et au final, les usagers nous ont dit, mais en final, c'est le deuxième été qu'on a des brasseurs d'air et en fait, on vient juste de comprendre à quoi ils servent et comment on peut les utiliser pour mieux apporter nos conforts. Donc, clairement, il y a besoin il y a un accompagnement aussi pour présenter ce que vous disiez, Frédéric. Hein, un brasseur d'air, c'est pas miraculeux, mais c'est très utile si c'est bien mis en œuvre et si c'est dans une stratégie globale et qu'il y ait un bon usage et une bonne formation associée. Quelques règles aussi non négligeables sur le fait que le souci de la déstratification, c'est qu'un certain nombre de brasseurs d'air ont sur la télécommande un mode de déstratification qui fait que il y a aussi une méconnaissance sur ce fonctionnement-là. Le mode de stratification, pour rappel, le brasseur d'air va aller dans le sens inverse, consommer plus et surtout aller moins vite. Et la semaine dernière, donc vendredi dernier, j'étais dans l'établissement scolaire où des brasseurs d'air avaient été installés. Et de la même façon, j'ai retrouvé des brasseurs d'air qui tournaient dans le mauvais sens et les enseignants qui n'étaient pas au courant que ce mode-là faisait que ça allait moins vite. Et donc, du coup, ils n'étaient pas complètement satisfaits et du coup, ils ont appris qu'on pouvait avoir une vitesse d'air plus importante. Donc, c'est non négligeable et c'est peut-être source d'erreur. Donc, attention à ce mode inversé. Voilà globalement sur les enseignements. Donc, je fais assez rapidement vu que Bien va en parler derrière. Et pour conclure, pour nous, les conditions de bonne mise en œuvre, hein, entre autres, c'est le bon respect des règles de calpinage, donc faire en sorte que le choix du brasseur d'air, sa dimension et son positionnement correspondent à l'activité et aux besoins ressentis. Il faut avoir une bonne commande, bien choisie, ça on en parlera après aussi tout à l'heure. Bien faire attention à ce qui se passe au plafond aussi. Est-ce que vous voulez un éclairage, pas d'éclairage et comment on peut travailler avec. Faire un choix d'équipement performant au sens qui apporte le confort associé à l'activité et à l'usage. J'insiste bien là-dessus. Performance, c'est pas forcément le must à chaque fois, aller le plus vite possible, mais il faut toujours que ce soit adapté à l'usage. Et on répète encore, mais que ce soit adapté à une stratégie globale de confort. Donc à nouveau, bonjour à tous. Donc je suis Laurent Séauve, je suis responsable du bureau d'études Equinox. Nous sommes basés en Guadeloupe et on s'occupe depuis pas mal d'années déjà de confort thermique, d'efficacité énergétique, souvent en collaboration avec le réseau de nos confrères traitant les mêmes sujets ou des sujets voisins. Donc on a travaillé sur les sujets du brasseur d'air avec 3 projets. Donc, comme on l'a déjà évoqué, notre projet qu'on avait appelé BIR, qui a abouti à la rédaction du guide Brise,
Donc ça faisait très longtemps qu'on avait envie de traiter de ce sujet parce qu'il y avait une absence cruciale de prescription technique sur les brasseurs d'air. Et donc on s'est réunis avec mes confrères, donc Robert Seller, spécialiste des constructions bioclimatiques en climat tropical notamment, Vincent du bureau d'études Indigo et puis Marjorie Cinzac, notre partenaire architecte, pour concevoir ce guide des brasseurs d'air. Qui était au départ essentiellement pour objectif évidemment de promouvoir l'usage du brasseur d'air en Outre-mer, mais aussi d'améliorer la qualité des installations, de vaincre les quelques freins qui étaient essentiellement psychologiques, qui avaient attrait notamment à la sécurité en Outre-mer, aux problématiques de qualité d'air, etc. On savait déjà depuis pas mal d'années que le brasseur d'air était une solution de confort efficace. Elle était promue depuis les années 90, hein, notamment dans le label Ecodom, qui était un référentiel, qui est toujours un référentiel de prescription thermique, de qualité thermique pour les Outre-mer. C'était même une solution réglementaire depuis 2010 avec la RTA-ADOM, hein, la réglementation thermique pour les logements neufs en Outre-mer. Et malheureusement, cette solution brasseur d'air était largement sous-utilisée et depuis pas mal d'années, un petit peu supplantée par la climatisation en Outre-mer, notamment dans le secteur du logement. Donc on a eu l'opportunité de réaliser ce projet avec le programme Ombré, hein, et le soutien donc, de l'AQC et de l'ADEME. Avec bien entendu donc les bénéfices induits pour les Outre-mer, c'est d'éviter le recours systématique à la climatisation. On s'est aperçu aussi à l'usage que, évidemment, on avait des bénéfices induits de l'utilisation des brasseurs d'air, notamment la lutte contre les moustiques, qui est aussi un bénéfice induit qu'on va retrouver dans l'Hexagone en confort d'été. Donc notre guide Breeze, il est disponible en ligne, hein, à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc guide-breeze.org. Donc vous pouvez évidemment le consulter, le télécharger, l'utiliser, le diffuser largement. Le retour d'expérience qu'on en a depuis ces années, hein, le programme a été donc supporté également par les partenaires Agir Plus en Outre-mer, hein, puisque les brasseurs d'air bénéficient d'une prime à l'installation en Outre-mer depuis les années 2022. Et donc, depuis ces années-là, on a plusieurs centaines de milliers d'installations qui ont été réalisées donc en Outre-mer, à La Réunion au départ, puis en Guadeloupe, et puis sur l'ensemble des Outre-mer. Donc, vous avez, à titre indicatif, quelques chiffres de présentation, d'installation de brasseurs d'air. Vous voyez que les quantités commencent à être relativement significatives et qu'on arrive petit à petit à faire en sorte que le recours au brasseur d'air soit davantage pris en compte avec tous les bénéfices induits qu'on peut évoquer. Donc voilà pour le guide Breeze. Ensuite, on a travaillé à la demande de l'AQC sur la rédaction des fiches d'autocontrôle pour l'installation des brasseurs d'air qui s'adressent essentiellement aux installateurs. Donc, ce sont des documents que vous retrouvez également en documents ressources sur le guide Breeze, qu'on retrouve également sur la plateforme Pergola, qui est une plateforme documentaire pour les Outre-mer, hein, pour ces thématiques confort et efficacité énergétique en Outre-mer. On a travaillé également, et c'est un projet qui est encore en cours, toujours lauréat du programme Ombré, et toujours piloté et soutenu par l'AQC et l'ADEME. On travaille avec nos confrères de La Réunion, notamment le bureau d'études LE à La Réunion, pour essayer de promouvoir l'usage simultané des brasseurs d'air dans les espaces climatisés. Dans le sens où le brasseur d'air apporte plus qu'un complément de confort, hein. Il apporte, y compris sur les espaces climatisés, il va pouvoir apporter des gains énergétiques, hein, dans la configuration où d'abord en saison fraîche, en Outre-mer, on peut couper la climatisation sur une partie significative des locaux.
Et puis, évidemment, on va pouvoir fonctionner en simultané en utilisant à la fois le brasseur d'air et la climatisation, avec le postulat suivant qui consiste à dire on fait fonctionner les deux en même temps, mais on remonte les températures de consigne de la climatisation et on s'aperçoit qu'avec une consigne remontée à 2 degrés, on a un confort thermique qui est sensiblement identique, voire meilleur que si on n'avait pas avec le brasseur d'air que si on n'avait pas le brasseur d'air. Donc vous en avez un exemple, une illustration à l'image là. On aperçoit à peine la climatisation parce qu'en fait le ventiloconvecteur est peint à la couleur du mur de cet espace qui est une photo de la distillerie Longto en Guadeloupe. Voilà, donc ce projet, c'est notre projet Colibri qui est encore en cours, qui est en train de confirmer donc les gains énergétiques qui sont de l'ordre de 20 à 30% dans ce mode confort mix, donc utilisant en simultané la climatisation et le brasseur d'air. Évidemment, ce mode mix, il s'adresse à la fois aux espaces tertiaires, mais également au résidentiel, au logement, où on a en Outre-mer une prédominance de la climatisation avec des usages évidemment qui sont prépondérants sur la climatisation. Donc, je vais vous présenter quelques constats de non-qualité, puisqu'on a, depuis le début, on a voulu être complémentaires avec nos confrères du projet BRASS, qui ont évidemment analysé les aspects scientifiques, tout l'aspect mesure, etc. Et donc, dans notre guide Breeze, on a souhaité mettre en avant des prescriptions techniques les plus claires possibles. Et donc, je fais un petit résumé succinct de certains constats de non-qualité sur le format du REX bâtiment performant de la QC, de manière à ce qu'on puisse faire évoluer la qualité des installations positivement. Donc là, le premier constat de non-qualité qu'on avait remarqué, c'était des installations sous-dimensionnées avec des équipements qui étaient un petit peu des équipements premier prix. Alors, je mets de côté évidemment les ventilateurs muraux ou les ventilateurs sur pied. J'ai volontairement laissé l'illustration parce qu'en fait, le grand public confond allègrement les ventilateurs sur pied et les brasseurs d'air plafonniers quand on n'explique pas correctement le fonctionnement des deux. Donc évidemment, les ventilateurs muraux et les ventilateurs sur pied, ils ont deux gros inconvénients. C'est que le flux d'air, il est horizontal. C'est que le flux d'air est beaucoup trop concentré et qu'en général, ils ont des nuisances sonores qui sont relativement importantes. Au contraire, les brasseurs d'air plafonniers diffusent un flux d'air beaucoup plus large et beaucoup plus doux. Et donc, si l'installation est correctement réalisée, sans aucune nuisance sonore, et donc ça convient à un maximum de locaux, y compris les locaux type bibliothèque ou les locaux de sommeil, évidemment, où on a besoin d'avoir du confort et pas de bruit de fonctionnement de cet équipement. Donc, voilà pour ce constat et donc les solutions, évidemment, les exemples de bonnes pratiques consistent à choisir un modèle pour les espaces individuels avec un diamètre de pale d'au moins 1,30 m, qui est devenu au fil des années le standard dans le domaine des gammes domestiques des brasseurs d'air, mais ce n'est pas évidemment la seule dimension possible. On a aujourd'hui des brasseurs qui sont toujours dans la gamme domestique, qui sont plus importants en diamètre et qui permettent d'être installés dans des espaces de surface un petit peu plus conséquentes ou dans des espaces collectifs. Une deuxième préconisation sur le choix des appareils consiste à privilégier les appareils à courant continu, à moteur à courant continu, parce qu'ils offrent un certain nombre d'avantages, notamment une consommation réduite. Déjà qu'un brasseur d'air ne consomme pas beaucoup d'énergie, mais les brasseurs d'air à courant continu en consomment encore moins. On parle de moins de 10 watts de puissance absorbée,
sur des vitesses correctes de fonctionnement, hein, sur ces gammes domestiques. L'autre avantage des motorisations à courant continu, c'est que on a un plus large choix de vitesses qui permettent d'avoir du confort avec un choix plus important que la plupart du temps sur des motorisations en courant alternatif, on était restreint à 3 vitesses, alors qu'on monte à 5 ou voire 6 vitesses sur les motorisations à courant continu. Un autre avantage essentiel sur les motorisations à courant continu, c'est qu'on a des fiabilités qui sont tout à fait satisfaisantes, avec des durées de vie qui sont importantes, hein, qui vont pour certains appareils au-delà des 10 ans. On n'a pas de condensateur, pas de surintensité au démarrage, et donc globalement un fonctionnement qui est extrêmement satisfaisant. Le deuxième constat de non-conformité consiste qu'on a constaté, il a trait aux implantations, avec donc au-delà des installations sous-dimensionnées, parfois des brasseurs d'air trop hauts, hein, c'est ce qui a été expliqué par Tanguy précédemment, une mauvaise implantation parfois des équipements. Donc quand on a le brasseur d'air trop collé au plafond, on s'aperçoit qu'on a des phénomènes de vitesse d'air qui ne sont pas forcément au rendez-vous, et donc il faut absolument laisser cet espace entre les pales du brasseur et le faux plafond, de manière à ce que l'aspiration se fasse correctement pour que le flux d'air descende dans les meilleures conditions. Évidemment, on évite d'avoir un effet stroboscopique avec des éclairages qui vont passer dans le flux des pales, hein. Donc tout ça, c'est le bon calpinage. Donc dans les exemples de bonnes pratiques, on va avoir forcément, donc pour les espaces où on a un seul brasseur d'air dans une pièce, alors on n'est pas obligé de centrer l'appareil au milieu de la pièce, mais plutôt sur les zones d'occupation. Je pense notamment quand on est sur un salon, on va toujours tendance à mettre le brasseur d'air au-dessus de l'espace occupé, au-dessus du canapé, plutôt que forcément au centre de cette pièce qui peut faire plus de 20 ou 25 mètres carrés. En général, pour une pièce de moins de 20 mètres carrés, on va se satisfaire avec un seul brasseur d'air, évidemment. Quand on est sur des pièces plus élevées en surface, hein, de plus de 25 mètres carrés, on va devoir faire un calpinage soigné, hein, sur plan, avec toutes les règles qui ont été explorées par le projet BRAS et qu'on a également mentionné dans notre guide Brise. On a aussi un petit sujet dans les espaces tertiaires et résidentiels sur le positionnement des détecteurs de fumée, les détecteurs incendie, hein, qui devront pas avoir d'interférence avec les brasseurs d'air. Le troisième constat de non-qualité concerne globalement des ancrages qui ne satisfont pas aux règles parasismiques, notamment dans les Outre-mer, hein. On a aux Antilles un aléa fort vis-à-vis de ce risque sismique, et donc il est primordial évidemment que les brasseurs d'air soient bien fixés au plafond, et si on a des faux plafonds suspendus, notamment en tertiaire, d'avoir des solutions de renfort qui permettent d'assurer cette fixation correcte. Donc les bonnes pratiques, c'est évidemment de bien régler les hauteurs sous plafond, de faire attention à ne pas mettre les brasseurs d'air trop hauts, ça j'en ai déjà parlé, mais également pour éviter la déstratification en mode confort d'été, hein. On va donc respecter ces règles de distance au sol qui sont donc au moins 2,30 m entre le sol et le plan de rotation des pales, mais au maximum 3,50 m, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre le brasseur d'air au-delà de 3,50 m parce qu'ensuite on va déstratifier, et en confort d'été, ce n'est pas nécessaire. Donc on n'a pas besoin de faire redescendre de l'air chaud au niveau des occupants, donc on essaiera de rester dans cette plage de hauteur entre 2,30 m et 3,50 m. Sur l'ancrage parasismique, hein, on a maintenant des appareils qui comportent en standard un troisième point d'ancrage. Donc les 2 points d'ancrage sont obligatoires, évidemment. La visserie doit être adaptée au support, hein, si on est sur une dalle béton, sur un faux plafond suspendu ou autre.
Et puis, on a ce troisième point d'ancrage qui vient sécuriser pour éviter la chute de l'appareil en cas de secousse sismique notamment. C'est vraiment un point de sécurité qui est davantage psychologique, hein, puisque normalement les 2 points d'ancrage, évidemment, suffisent amplement. Je passe la parole à Vincent pour la suite Oui, sur le constat de merci. non-qualité numéro 4. Merci Laurent. Oui, donc on a observé aussi un certain nombre de non-conformités électriques, mais qui ne sont pas réellement spécifiques à l'installation de brasseurs d'air. Là, ce qu'on voit sur la gauche avec des câbles dénudés, sans boîtier, sans boîte de dérivation dans les combles, etc. C'est des choses qui, brasseurs d'air ou pas en dessous, sont potentiellement problématiques. Si tu peux passer la diapo pour et l'autre non-conformité aussi très couramment observée au niveau électricité, c'est la non mise à la terre des carcasses des appareils, simplement parce qu'on a repris un câble d'éclairage un peu ancien ou d'usage. Avant, on ne tirait pas la terre sur les points lumineux et donc parfois il y avait cette non-conformité-là. Aujourd'hui, c'est assez simple d'un point de vue électrique d'installer des brasseurs d'air, hein. Voilà, la NFC 1500 s'applique. On peut les brancher à la place des points lumineux s'ils ont une lumière dessous. Sinon, dans le cas de locaux neufs, c'est bien d'avoir un départ spécifique pour les brasseurs d'air. Mais on l'a dit tout à l'heure, on l'a écrit dans le chat, on est sur des puissances électriques de toute façon tellement faibles qu'on peut bien s'apparenter à un appareil électrique. Diapo suivante. Un des autres constats de non-qualité qui heureusement tend à s'effacer avec la disparition progressive du marché de ces appareils, c'était la corrosion sur les pales. Pendant longtemps, beaucoup de brasseurs d'air installés étaient à pales métalliques, là, comme on peut le voir sur ces photos, et en particulier en Outre-mer, et en particulier sur des bandes littorales soumises aux embruns, on avait des phénomènes de corrosion sur des brasseurs, des choses qui pouvaient arriver très vite, hein. Moi, j'ai l'exemple assez douloureux en tête d'un collège où je crois qui était vraiment en bord de mer, et 2 ans après l'installation, tous les brasseurs d'air étaient à changer parce que complètement rouillés. Si tu peux passer la diapo. Et les solutions pour ça, c'est vrai qu'il existe certains brasseurs qui sont IP44, donc qui sont censément pas étanches, mais protégés contre des projections d'eau. Ils prémunissent pas complètement l'apparition de corrosion. De toute façon, ils sont assez peu nombreux. On s'était posé la question dans le cadre de Brise et du travail avec EDF à ne préconiser dans une bande littorale que des brasseurs d'air qui seraient au moins IP44. Finalement, chez tous les fabricants, il y en a 1, voire 2 maximum dans les gammes qui existent. Donc, c'était trop limitatif. Et encore une fois, aujourd'hui, avec les pales en bois, les pales composites, c'est des choses qu'on a beaucoup moins observées, y compris sur des brasseurs d'air installés dans des varangues ou dans des espaces qui fonctionnent 100% en ventilation naturelle et qui sont proches des zones littorales. On peut passer à la diapo suivante. Et je te repasse la parole, Laurent. Merci Vincent. Et enfin, donc un constat de non-qualité, on va dire un petit peu plus général, qui est donc la généralisation de la solution climatisée. Donc c'est un constat qui concerne à la fois les Outre-mer, mais aussi l'Hexagone, hein, en confort d'été, évidemment. On constate que depuis les années 2000, la climatisation est souvent un palliatif aux solutions d'inconfort, alors qu'on a rappelé, hein, en préambule que il est nécessaire d'améliorer la qualité thermique des bâtiments par des solutions adaptées qui sont passives pour les plus efficaces, hein, l'isolation thermique, la ventilation naturelle, etc. Et donc, cette solution palliative de la climatisation, si on la généralise, on aura des impacts environnementaux très, très importants, et puis des consommations d'énergie qui évidemment, sont très, très importantes. Donc, vous avez les illustrations, hein, qui le montrent un petit peu avec l'image du milieu de la diapo, qui est un bâtiment tertiaire en Guadeloupe, hein, qui illustre bien ce phénomène d'un bâtiment qui doit être considéré comme une passoire énergétique au sens tropical du terme.
Il y a un mur rideau vitré, et puis pour pallier à ces apports thermiques beaucoup trop importants de cette conception parfaitement inadaptée au climat tropical, vous avez le mur de clim juste à côté sur le bâtiment. Donc évidemment, les brasseurs d'air vont permettre de limiter ce recours à la climatisation. Et donc, on essaye de faire en sorte de toujours renforcer la protection solaire des bâtiments, de les ventiler quand c'est possible, et évidemment d'installer des brasseurs d'air. Hein. À titre indicatif, l'efficacité énergétique d'un climatiseur, c'est 3. C'est même parfois un petit peu moins dans la réalité. Si on pouvait comparer, on dirait que l'efficacité énergétique d'un brasseur d'air, compte tenu des différents paramètres de complément de confort apportés, l'efficacité énergétique d'un brasseur d'air, ça serait 20 à 40, selon les types de motorisation. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo en termes d'efficacité énergétique entre les deux familles d'équipements. On a constaté, donc c'est ce qu'on est en train de faire dans le cadre de notre projet Colibri, que j'ai évoqué précédemment, c'est que quand on remonte les températures de consigne de 2 degrés sur les installations de climatisation, avec l'usage brasseur d'air en simultané, on obtient un confort thermique des occupants qui est relativement comparable. Et donc le résultat, c'est donc entre 20 et presque 30% d'économie d'énergie. C'est un constat qui avait été précédemment documenté par l'université de Berkeley, notamment sur des espaces en climat tropical, et qu'on est en train de confirmer avec les mesures qui ont été faites par nos confrères de à La Réunion, et qu'on est en train de confirmer également en Guadeloupe. Les dernières mesures qui sont toutes récentes, c'est 27% d'économie entre une semaine où on met la clim à 25 et une semaine où on met la clim à 27. Avec le brasseur d'air, on obtient 27% d'économie d'énergie sur l'usage climatisation. Et donc voilà, c'est ce projet Colibri avec nos partenaires du bureau d'études Le Réunion et Coénergie également, cofinancé par le programme Ombré, par la QC et l'ADEME. Et également EDF à La Réunion. Donc je vais reprendre. Si vous avez des questions que vous avez posées et vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à les reposer parce que le fil de discussion il est assez long. Je vois qu'il y a quasiment des réponses à toutes les questions dans la première a priori. Donc merci à tous les 5 d'avoir joué le jeu de répondre, enfin tous les 4, d'avoir répondu à pas mal de questions déjà. Et je vais regarder du coup si vous avez. Alors oui, il y avait une première question, voilà, celle-ci elle n'est peut-être pas passée. L'IP44 est-il compatible en piscine? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse parmi vous 4, si ça vous parle ou pas. Sinon, je ferai la recherche de mon côté et on apportera la réponse à Claire. D'après moi, l'IP44, il prémunit pas, c'est pas complètement une étanchéité à une ambiance saline ou chlorée. Donc, et ça ne veut pas dire que c'est impossible d'installer des brasseurs d'air dans une piscine. Après, il faut voir pour quels besoins, et toujours pareil, se replacer dans le contexte. C'est souvent des locaux avec une température d'air déjà très élevée, avec des gens qui sont mouillés, donc il faut. J'avoue que j'en ai jamais mis dans des piscines, et j'ai jamais étudié le sujet. Pour moi, l'IP44 à lui seul ne prémunit pas, mais c'est pas impossible d'en installer, je pense. Voilà. Sans doute en Je sais pas si déstratification en modulaire. Et peut-être s'il y a quelqu'un ici ou si vous avez vent de brasseurs d'air dans des piscines, ça pourrait être intéressant de regarder. Oui, à la piscine. J'aurais la même, effectivement, le même questionnement, la même réponse que toi. C'est vrai qu'on est en IP44, c'est pas non plus totalement étanche, donc est-ce que l'environnement était assez contraint comme des piscines? Oui. Mais on peut se dire, OK, et puis plutôt que de durer 20 ans, il durera 10 ans, le brasseur d'air. S'il est dans une ambiance très chlorée, il s'agit simplement de le prendre en compte. En tout cas, on serait dans cette application-là sur des modèles plutôt industriels plutôt que la gamme domestique.
C'est ça. C'est vrai aussi que la présentation, là, aujourd'hui, elle était très centrée sur des modèles de gamme domestique. Quand Laurent parlait de hauteur maximale d'installation et tout ça, ça s'appliquait plutôt à des brasseurs jusqu'à 1,50 m, 1,60 m. Sur des très grands volumes comme ça, on est sur d'autres types de brasseurs et d'autres volumes et effectivement d'autres gains associés. Puisque si on arrive à homogénéiser l'air soufflé dans une piscine, on peut, vu qu'il est très chaud, on peut très vite gagner énormément d'énergie. Je me permets de rebondir justement. Donc, c'est vrai que c'était par la cible, etc. C'était assez centré l'usage sur petite surface, etc. Laurent, vous avez parlé tout à l'heure des calepins qui ont été faits. Alors, si je dis pas de bêtises, ça a été fait sur plusieurs typologies de bâtiments. Donc, vous avez des points de contrôle qui sont différents en fonction des territoires, déjà mais surtout en fonction des usages aussi. L'usage maison individuelle, l'usage tertiaire, logement collectif, etc. Tu confirmes bien ça, hein, Laurent? Oui, dans les calepins de chantier et les fiches d'autoconsommation, on a 3 familles. Donc l'usage individuel avec les brasseurs d'air domestiques, l'usage collectif, qui peut aussi utiliser des brasseurs d'air domestiques, mais en calpinage sur des espaces beaucoup plus importants en surface. Et puis enfin, l'usage brasseur d'air industriel, qui concerne les locaux de grande hauteur, de grand volume en général. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, je reviens juste sur un sujet aussi, mais vous l'avez peut-être évoqué, parce que je pense que c'était la période où ça a coupé, sur le lien brasseur d'air santé, sur le fait qu'il n'y avait pas de problématique relevée. Là, je vois juste une question, mais dans un cas assez particulier. Ça a bougé, je ne retrouve plus le cas. Ça me semblait être un cas très particulier. Et pour les températures supérieures à 35 degrés? Oui, c'était peut-être C'est ça, ça. oui. Bah, effectivement, Il y a, il y a- Ouais, vas-y. il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet des personnes sensibles, notamment les personnes âgées, et il y a le sujet après des travailleurs et des travailleurs avec un effort intense. Et après, il y a le sujet de la température de l'air. Globalement, quand on est à des températures d'air trop élevées, alors, moi je ne sais pas dire si c'est 35, 41 ou 45 degrés, l'usage des brasseurs d'air ne va pas permettre un rafraîchissement conséquent. Mais ça, c'est ce que l'on dit tous, c'est-à-dire que le brasseur d'air, c'est un équipement dans une stratégie globale. Ce n'est pas un équipement de climatisation. Ça ne va pas faire redescendre la température dans un local. Donc, si la température dans le local, elle arrive à 45 degrés, peut-être qu'on a un sujet dans le local en question, qui doit être traité par ailleurs. Même 35 degrés dans un EHPAD. Même 35 degrés dans un EHPAD, la question, je l'ai apprise aussi dans ce sens-là, c'est que là, est-ce que 35 degrés dans un EHPAD est satisfaisant? Est-ce qu'il n'y a pas un souci à régler? Est-ce que la stratégie globale est satisfaisante? Ça ne me semble pas forcément très adéquat. C'est ça. Et au cas où il faut climatiser, si c'est dans le cadre d'une stratégie globale et où tous les apports ont été maîtrisés et la conception globale elle est performante, l'usage de la climatisation plus du brasseur, comme ça a été montré par le laboratoire Berkeley et ce qui a été en train d'être confirmé par Colibri, ça va avoir un impact positif. Donc c'est encore une fois, il faut avoir une stratégie globale de confort et d'adaptation face aux vagues de chaleur, et le brasseur d'air est un des équipements qui permet de la réponse à cette stratégie globale. Ce n'est pas la solution unique. Y compris dans un schéma de mise en œuvre graduée. Moi, ça m'est arrivé souvent dans des projets pour des maîtres d'ouvrage qui se disaient est-ce que vous êtes sûr qu'on peut se passer de climatisation, qu'on était un peu à la limite? Effectivement, on prévoit des attentes, on prévoit le fait de pouvoir climatiser, on met des brasseurs d'air. Et ils ne seront pas là pour rien, ils seront utiles même si derrière on met la climatisation. Et une fois sur deux, finalement, ils se rendaient compte que ça suffisait et puis ils n'ont pas installé la climatisation derrière. Donc ça peut aussi être comme ça une stratégie par étape. Sachant que l'étape protection solaire, isolation à bord du bâtiment, etc., celle-là, elle n'est pas optionnelle. Tout à fait. Alors, autre sujet, j'avais une question. Y a-t-il une certification RGE pour les installateurs d'air, ou est-ce que le RGE ventilation y est associé? Alors, je vais vous laisser répondre, mais je crois que non. À ma connaissance, il n'y a pas de RGE. Et il n'y a pas besoin, d'ailleurs, les aides France Rénov' jusqu'à présent sur les brasseurs d'air ne demandaient pas de certification RGE. C'est ça. Et c'est autre écueil qu'on voit souvent. Souvent, on pense brasseur d'air, donc ventilation, donc on a tendance à le mettre au lot CVC ou autre. C'est vrai que souvent, c'est plutôt l'installation c'est un équipement électrique en fait. Il tourne, il fait de l'air, mais et notamment
le nécessaire calpinage avec les luminaires, avec l'intervention en plafond, en faux plafond, etc., rend souvent plus aisé sur un marché en lot séparé de le mettre au lot de l'électricien. Tout à fait. Je plus sois. Une autre question au sujet, la brumisation. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. La brumisation peut être associée au brasseur. Alors, attention avec la brumisation, il n'y a pas de contre-indication, mais la brumisation dans un espace fermé, ça va faire augmenter le taux d'humidité de façon très conséquente. C'est un peu comme le rafraîchissement adiabatique direct. Ça peut être potentiellement très intéressant. Dès qu'on dépasse 75% d'humidité relative dans un local, ça va devenir compliqué par rapport au confort et notamment à la thermorégulation physiologique. Donc la brumisation en extérieur, dans une varangue par exemple, ou dans une pergola, plus du brassage d'air extérieur, ça peut fonctionner. Dans un local fermé, il faut faire extrêmement attention quand on injecte de l'eau ou de la vapeur d'eau. Et autant avec un rafraîchissement adiabatique direct, on peut fixer des limites à la machine. Tout à fait. Et voilà, autant avec la brumisation, ça va être délicat, quoi. Donc, je déconseille la brumisation à l'intérieur. Et en complément, en Outre-mer, évidemment, elle est sans objet, la brumisation, puisqu'on a déjà des taux d'humidité très très élevés, donc ça ne sert à rien d'en rajouter, évidemment. Ouais. La brumisation en Guyane, c'est une idée, ça. Ouais, il faut y penser pour le prochain. Ok, merci beaucoup. Si vous avez, alors on arrive au bout du temps qu'on avait consacré à cette webconférence. Si vous avez des sujets, Vincent, Laurent, Tanguy, Frédéric, que vous avez vu qu'on n'a pas discuté, sinon c'est juste pour être sûr qu'on a fait le tour. Voilà, s'il y a d'autres questions, on les prendra. Je regarderai ce qu'on peut faire dans la description de la vidéo. On pourra apporter des réponses éventuellement. Après, l'objet, voilà, c'est pas forcément d'être exhaustif, c'est aussi de vous sensibiliser sur le sujet. Je pense que ça a été largement fait. C'est pas exhaustif, mais largement sensibilisé. Nous, on continue de toute façon à travailler sur ce type de Rex. Ce qui était intéressant aussi de vous donner, c'était de vous donner les liens pour trouver toutes ces ressources. Pareil, hein, vous les retrouverez de toute manière quand il y aura le replay avec les QR codes, avec les liens, etc. Donc n'hésitez pas à approfondir le sujet. Voilà, moi j'ai terminé sur cette partie-là. Merci encore d'avoir participé. Désolé pour les petits bugs techniques qui ne se verront plus une fois le replay en place. Et merci encore à tous les quatre et puis à très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde.